Salut et bonjour à tous, bienvenue de retour sur la French Connection, c'est Frédéric, merci pour votre support, pour votre fidélité, vous avez été nombreux à me soutenir l'année dernière et je vous en remercie. Pour nos nouveaux abonnés, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, bienvenue à vous, bonne année à tout le monde en tout cas, et puis prenez le temps de regarder les vidéos que j'ai fait l'année dernière, ça vous donnera du contexte, ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'on fait sur cette chaîne. Nous sommes consacrés sur le volet français de l'affaire Epstein, et puis nous essayons en tout cas d'amener des réponses, d'essayer de comprendre quel était le lien étroit entre Jean-Luc Brunel, Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein et bien d'autres. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous êtes intéressé sur cette affaire, allez regarder mes vidéos sur cette chaîne. Et puis aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un autre Français, un Français à la retraite qui aussi lui a sévi dans le domaine de la pédocriminalité à l'étranger. Cette fois-ci, je vous en dis pas plus. Restez avec nous. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Allez, c'est parti. Voilà, aujourd'hui, nous allons couvrir le sujet, l'affaire d'un Français, un Français retraité qui vivait entre la France et l'Indonésie, dans la capitale Jakarta. Il y était depuis les 5 dernières années et puis il faisait des allers-retours entre la France et la capitale indonésienne dans le sud-est de l'Asie. Alors c'est un homme assez extraordinaire puisque quand on l'a enquêté, vous allez voir qu'il était lié avec un réseau pédocriminel. C'était quelqu'un qui malheureusement avait tout pour réussir. C'est quelqu'un qui avait absolument tout dans les mains et a gâché sa vie, la réputation, nous saurons, de ses amis, de ses enfants, mais aussi de son entourage. Un entourage qui est lié, comme vous allez le voir dans cette enquête, avec le monde de la mode, le monde du cinéma, et aussi le petit monde exclusif de Jeffrey Epstein. Restez avec nous, je vais tout vous dire sur Monsieur François Camille Abelo. Alors, on va partir fin juin 2020 dans la capitale de Jakarta. La police indonésienne est alertée par des voisins qui sont inquiets. Ils disent qu'ils soupçonnent un étranger qui rôdait et surtout qui exploitait des enfants dans un hôtel près de chez eux. Ils appellent la police et bien sûr, la police tout de suite va répondre et va venir se déplacer, frapper à la porte de cet étranger qui vivait en Indonésie et lui demander des comptes. Quand la police va arriver, elle va trouver Monsieur Abelo en présence de 2 gamines, des mineurs. Une sera dénudée et bien sûr, sans plus tarder, les policiers feront une fouille et Monsieur Abelo sera arrêté, placé en détention provisoire dans une des prisons de Jakarta. Voilà, donc la première source d'information viendra d'un policier, celui qui avait arrêté Monsieur Abelo à son hôtel. Il nous apprendra que Monsieur Abelo venait en Indonésie régulièrement depuis les 5 dernières années avec un visa touristique, certainement faisait des extensions comme beaucoup d'expatriés le fait, et puis il a passé ces 5 dernières années entre la France et l'Indonésie. Ce n'était pas un résident, il y a certainement des raisons derrière ça, il voulait être vu en tant que touriste et certainement pas attirer l'attention. Et puis, une autre déclaration sera faite par le chef de la police de Jakarta, Nana Sujana. Il nous apprendra, après avoir interviewé les enfants, les voisins, que Monsieur Abelo avait pour habitude de les approcher, ces enfants de la rue. Il les approchera dans des magasins, dans des centres commerciaux, dans des supermarchés, partout où il pouvait, en tout cas, accéder à ces jeunes enfants, des jeunes garçons et des jeunes filles. Il leur proposera un petit peu d'argent, leur proposera de faire quelques photos amateurs pour leur donner un petit peu d'argent, voire même leur promettre des petites carrières de modèles. Et puis, il les ramènera à l'hôtel et là, à l'hôtel, il fera des photos, il fera des enregistrements vidéo et puis il escaladera sa proposition jusqu'à des actes sexuels. Pour les enfants qui refusaient ses offres, ça se passait très mal. Il les giflait, il les frappait, il les abusait et tout ça, c'était pris en vidéo. Voilà, et de surcroît, Monsieur Sujana d'ailleurs rajoutera que ces enfants, ceux qui avaient dit oui en tout cas, ou ceux qui avaient accepté les offres sexuelles de Monsieur Abelo, il leur demandait d'aller chercher, d'aller inviter leurs petits copains, leurs petites copines tout simplement, en leur disant que voilà, si tu me ramènes des enfants, si tu me ramènes tes amis, je prendrai soin de toi et puis je prendrai soin d'eux
aussi. On a déjà vu ça dans l'affaire Ghislaine Maxwell, Epstein, Jean-Luc Brunel, une sorte de rabattage où on invite, où on tourne des victimes tout simplement en recruteurs. Donc ça existe bien, on voit bien que c'est un modus operandi et c'est très très inquiétant. Et puis pour finir, la déclaration de Monsieur Soudjana, le chef de la police, nous expliquera que Abelo agressait des enfants depuis très longtemps, car c'était quand même relativement difficile de penser qu'il avait pu enregistrer toutes ces perversités sur des vidéos avec ses ordinateurs. Et le montant était tellement énorme qu'il dit que certainement depuis les 5 dernières années en tout cas, il avait commis ces crimes et que certainement dans les rues de Jakarta, il y avait beaucoup plus de victimes. Alors, certains d'entre vous se rappelleront de cette image, l'image qui avait été tournée le jeudi 9 juillet 2020 où la police de Jakarta avait paradé, avait présenté François-Camille Abelo à la presse locale mais aussi internationale en expliquant ses crimes, en expliquant qu'ils avaient trouvé dans sa chambre d'hôtel énormément d'informations et d'évidences qui étaient bien sûr très accablantes à l'envers de monsieur Abelo et que certainement en tout cas que c'était des actes de sexe illégal avec des mineurs. Et puis ils avaient expliqué qu'ils avaient trouvé en tout cas 305 vidéos qui étaient absolument dégueulasses et qui avaient été donc qui représentaient des actes commis avec des enfants âgés de 10 à 17 ans. Voilà, donc lors de cette démonstration, la police de Jakarta va bien et bien confirmer les évidences en nous expliquant, et je vous le lis, que tout simplement, ils avaient trouvé 21 vêtements portés par les victimes, ils avaient trouvé 6 cartes mémoire, un ordinateur portable, 20 contraceptifs, 2 vibrateurs et 6 caméras dans la chambre d'hôtel de monsieur Abelo. 6 caméras! C'est pas un touriste, c'est pas quelqu'un qui vient pour prendre quelques photos avec sa femme ou voir une petite amie. C'est quelqu'un qui est ici pour travailler. Et vous allez voir d'ailleurs par la suite, quand l'affaire va se développer, que vous allez voir que de toute façon, monsieur Abelo était un professionnel du monde vidéo, photographie. Voilà, donc tout ça, c'est assez important. Ça nous permet de comprendre qu'on n'a pas affaire à un touriste, on n'a pas affaire à un Français retraité en vacances à Jakarta, mais bel et bien à un pédocriminel, mais aussi à un pédophoto pornographique expert, quelqu'un qui va tout simplement filmer ses actes, il va filmer ses pauvres gamines, ses pauvres gamins, et puis il va certainement en tout cas vendre ce matériel sur l'internet, sur ce qu'on appelle le dark web, etc., etc. En tout cas, on va vous donner des informations, vous allez voir que ce réseau est très important et ça va beaucoup plus loin qu'on a bien voulu nous le faire croire. Et puis à la fin de la conférence de presse, la police déclara que monsieur Abelo avait complètement refusé de coopérer avec eux. Il n'était en tout cas pas coopératif. Il avait même refusé de donner les mots de passe pour accéder son ordinateur et certains des programmes de son ordinateur. Ils nous feront comprendre que tout simplement monsieur Abelo avait peur de parler. Et puis la deuxième chose qui est assez importante de savoir, c'est que monsieur Abelo était face à des incriminations et certainement en tout cas à des sentences de prison, voire même plus, très très graves. D'ailleurs, ils en ont énuméré quelques-unes lors de cette conférence de presse. Ils nous expliqueront qu'il était face à des accusations qui pourraient l'emmener à être castré chimiquement, des peines de prison énormes et puis bien sûr peut-être la mort par peloton d'exécution, puisque cela, s'il était reconnu coupable en vertu des lois indonésiennes de la protection de l'enfant. Le mec, il était mal barré. Mais là, c'est vraiment très, très mal barré. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné avec sa vidéo, c'est son calme. Alors peut-être que le masque qu'il a devant la bouche, on voit peut-être pas vraiment son stress, mais même lors de l'arrestation, c'est quelqu'un qui avait l'air vraiment très posé. On va regarder tout ça. Voilà, donc il faut savoir aussi que peu de temps après cette vidéo avait été diffusée sur les réseaux télévisés indonésiens, mais aussi à l'international, que des gardes de la prison avaient retrouvé François-Camille Abelo allongé dans sa cellule avec un fil à couper le beurre, une sorte de câble métallique autour du cou. Alors, je ne sais pas si c'est une mode dans le domaine de la pédocriminalité. On a vu Jeffrey Epstein quelques jours, boum, 2 semaines plus tard, on le retrouve avec un drap autour du cou et
soi-disant il est mort, suicidé, c'est suicidé. Là, on nous parle bien, ce n'est pas un suicide puisque on ne retrouve pas de traces de pendaison. On le retrouve simplement à terre avec un câble autour du cou. Alors, soit c'est l'omerta, ce qu'on appelle l'omerta, la version sicilienne, soit tout simplement, on leur dit, vous pouvez rentrer dans ce domaine de la pédophotopornographie, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Par contre, si vous faites choper, vous n'avez pas le droit de parler. Et si on pense que vous allez parler, eh ben, on va vous liquider, ou peut-être que vous feriez mieux de vous prendre votre propre vie. Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser parce que on n'a aucune réponse, on n'a aucune vidéo de ce qui s'est passé. On a une ambassade à Jakarta en Indonésie, on n'a eu aucune déclaration concernant qu'est-ce qui s'est passé. La seule chose qu'on a eue, c'est un abello tout simplement à l'article de la mort. Alors, on va regarder tout ça, on va s'y intéresser de plus près et on va voir exactement ce qui s'est passé. Alors, vous avez vu cette conférence de presse, elle était assez théâtrale quelque part, hein. C'était une mise en scène. Je pense que ça avait été fait volontairement puisque la police de Jakarta voulait lancer un message relativement fort à la population expatriée, à tous ces touristes qui viennent sur l'Indonésie en leur disant que l'Indonésie ce n'est pas un bordel et qu'il va falloir respecter les enfants, les mineurs, les gamins, les gamines, etc. Alors, je mets beaucoup de réserves là-dessus parce que c'est pas comme si ils ont attendu Abello pour qu'il y ait de la pédocriminalité en Indonésie. Il y a des gros problèmes de trafic d'enfants à Bali, c'est quelque chose qui a été bien étudié. Beaucoup d'enquêteurs, en tout cas, en ont parlé, des enquêteurs indonésiens, mais aussi des enquêteurs internationaux. Et je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre le problème de la pédocriminalité dans le sud-est de l'Asie, c'est pas un scoop. Rapidement, j'aimerais pointer du doigt une sorte de gestuelle, une sorte de signal que monsieur Abello, en tout cas, fait lors de cette conférence de presse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. En tout cas, je fais un focus sur ses doigts et regardez ce qu'il fait. C'est assez bizarre. Est-ce que c'est un signal? Est-ce qu'il est tout simplement en train d'envoyer un message, un code en expliquant que sa vie est en danger, qu'il est tout simplement, en tout cas, dans une situation critique et qu'il a besoin d'aide? Je ne sais pas, en tout cas c'est un détail, il a peut-être son importance, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. On aura une déclaration du porte-parole de l'hôpital, Yusri Yunus, qui nous dira que M. Abello, âgé de 65 ans à l'époque, en tout cas, était arrivé à l'hôpital et qu'il avait été transféré tout simplement parce que les gardiens de la prison l'avaient trouvé allongé avec une sorte de fil à couper de beurre autour du cou. Et puis, très rapidement après, il y aura une déclaration faite par monsieur Oumar Shahab qui travaille à l'hôpital où monsieur Abello avait été reçu. Il nous déclara que monsieur Abello avait été reçu donc le lundi 13 juillet 2020, souffrant d'une fracture au cou, mais que en tout cas, ces jours n'étaient pas en danger. Il nous expliquera que ça avait simplement entravé un petit peu l'approvisionnement en oxygène de son corps et que tout simplement, il avait été pris, il avait été mis en sous-surveillance. Mais boum, un jour plus tard, l'hôpital fait une deuxième déclaration disant que l'état physique de monsieur Abello s'est soudainement aggravé. Ils vont essayer différents traitements, essayer de tout simplement de le ressusciter, tout simplement de lui préserver la vie, mais ça ne suffira pas. Monsieur Abello sera déclaré mort 3 jours après son entrée à l'hôpital. Oh il ne faut pas arriver avec une fracture au cou dans un hôpital à Jakarta, hein, parce qu'en général, ça se passe mal. Alors, ils nous diront que bien sûr, qu'il n'y avait pas suffisamment d'oxygène et que ça lui avait fait certainement détériorer, en tout cas, certains aspects de la cervelle, certainement des compressions. Enfin, on nous donne plein de petits détails, mais on nous dit qu'il était tout à fait stable. Et c'est ça que moi je comprends pas. Alors d'ailleurs, s'il y a des médecins, des internes, des gens qui sont dans le domaine de la médecine et qui regardent cette vidéo, faites des commentaires dans la petite boîte en dessous et expliquez-nous comment quelqu'un qui arrive avec une fracture du cou peut être tout à fait stabilisé, donc sa vie n'est pas en danger, et que un jour plus tard, il replonge dans une sorte de coma, ou il replonge dans une situation où tout simplement les traitements ne marcheront pas et on ne pourra pas le sauver. Moi j'étais toujours sous l'impression qu'on mettait les gens sous coma un petit peu automatique quand ils avaient subi ce genre de problème, tout simplement pour préserver les organes vitaux, etc. Mais bon, je ne suis pas médecin, hein, donc si vous avez des informations là-dessus, aidez-nous parce qu'on aimerait en tout cas faire de la lumière là-dessus, mieux comprendre
comment sa situation a pu se dégrader. Alors, il en va de soi que suite à la mort rapide et assez brutale de monsieur Abello, le porte-parole de l'hôpital va devoir monter au créneau et nous donner des explications. Yousrous Younis nous expliquera qu'il avait fait sa petite enquête, qu'il avait d'ailleurs demandé, interroger les gardiens du centre de détention de Jakarta, où monsieur Abello était incarcéré. Ils avaient même fait une visite, ils avaient simplement essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans cette cellule. Ils avaient examiné la cellule. Malheureusement, très peu d'informations ressortent de cette mini-enquête. En revanche, nous apprendrons que l'équipe médico-légale de Karmat Jati avait procédé à une autopsie médico-légale pour confirmer un examen post-mortem et simplement d'une manière externelle, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tout simplement approfondi leur autopsie et puis par conséquence avaient rendu le corps de France. Et oui, le nom France, parce que M. Abello était connu sous le nom de France dans les rues de Jakarta. Les gamins et les gamines l'appelaient France, F-R-A-N-S. Son corps avait été donc rendu aux autorités françaises par le biais, bien sûr, de l'ambassade française à Jakarta, en Indonésie. Voilà pour les petites informations. La photo qui avait été fournie, je ne sais pas si vous vous en rappelez, en tout cas je vais vous la mettre ici, c'est une photo qui est tout simplement, qui avait été donnée aux journaux locaux. Et puis cette photo avait été reprise comme d'habitude bien sûr par les grands médias internationaux. C'est la seule photo que nous aurons du corps de monsieur Abello. C'est une photo qui est en tout cas censée nous décrire monsieur Abello, tout simplement mort, décédé à l'hôpital. Voilà. Alors, bien sûr, en tant qu'enquêteur, on se doit de faire un petit peu plus de recherche, en tout cas d'essayer d'approfondir en se disant, mais il y a quelque chose de bizarre. Ce gars-là, il est impliqué dans quand même quelque chose d'assez sordide. C'est un pédocriminel averti, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment depuis les 5 dernières années en train de tout simplement de gérer une affaire en Indonésie en exploitant ses gamins et ses gamines pour pouvoir mettre sur le marché international des photos, des vidéos d'actes absolument répréhensibles. Des actes dégueulasses tout simplement. Alors, on peut se poser des questions quand on nous le donne quelques jours après à sa conférence de presse, on nous le donne mort, entouré dans une sorte de couverture. Ça paraît quand même vraiment bizarre. Alors, on fait l'enquête, on recherche. Le moyen qu'on utilise, c'est simplement le système d'image inversé, comme beaucoup d'enquêteurs l'utilisent. Ça nous permet d'avoir d'autres sources, de pouvoir comprendre d'où cette image sort, quelle est l'origine de cette image, est-ce qu'elle a été utilisée avant, après, en amont, en arrière, tout ça, il faut regarder et nous avons fait ce travail. Et ce que nous avons découvert, c'est assez incroyable puisque, en effet, cette photo avait été utilisée en 2016, accrochez-vous bien, en 2016, lors de l'arrestation d'un informeur, quelqu'un qui travaillait avec les services de police de Jakarta, dans la même région de Jakarta, dans le sud-ouest de la capitale. Et c'était un homme qui était infiltré au sein des trafiqueur de drogue de Jakarta. Son corps va être retrouvé. Je vais vous lire d'ailleurs ce que sa photo elle dit. Je vais vous montrer d'ailleurs la photo d'origine et l'article d'origine de cette photo. Restez avec moi, je vais vous lire ça. Voilà, donc je vous lis l'article. La police se prépare à soulever le corps de l'informateur de la police Japri jusqu'au corbillard de l'hôpital de police de Sukanto, Kramat Jati, mercredi janvier 2016. Japri s'est apparemment jeté dans la rivière Siliwung. Il a été retrouvé mort dans les West Flood Canal lors d'un raid sur un trafiquant de drogue dans la région de Matraman le lundi 18 janvier 2016. La photo est de Rosa Pangaban Antara. Alors, très clairement, je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça et on a fait même des recherches beaucoup plus approfondies comme ça pour s'assurer qu'on était en tout cas dans le vrai. Et je peux vous dire que en tout cas, d'après ce qu'on nous dit, d'après les sources que nous avons aussi même en Indonésie, parce que nous avons des sources en Indonésie, elles nous confirment que cette photo a bel et bien été prise en 2016 et que en aucun cas, le corps et la photo qui a été présentée par la police et l'hôpital de Jakarta concernant la mort de monsieur Abello est vrai. C'est du faux, on nous vend du faux et là, il faut vraiment se poser des questions. Pourquoi? Quel intérêt l'hôpital de Jakarta? Pourquoi la police aurait un intérêt à nous donner une photo pour se débarrasser de nous, pour tout simplement nous dire circulez
il n'y a rien à voir. Je me dois de rajouter que le ministre indonésien des Affaires sociales avait fait une déclaration le 9 juillet 2020 en nous expliquant que son ministère se tenait à la disposition des familles mais aussi de ses 305 enfants pour les assister avec les besoins, que ça soit psychologique, voire matériel. Alors un geste certainement honorable, certainement un embarrassement puisque ces gamins avaient quand même été abusés, ces gamines avaient été abusées depuis 5 ans dans la capitale de Jakarta sans que son ministère, sans que les services de renseignement indonésiens, sans que la police indonésienne ne sache quoi que ce soit. Donc c'est vrai que pour un gouvernement, c'est quand même relativement gênant. Imaginez que cela se passait dans la capitale française, à Paris. Ça serait un scandale international. Alors le problème c'est que ce monsieur Batubara, ce cher ministre des Affaires sociales indonésiennes, a été arrêté le 6 ou le 7 décembre 2020 dans des affaires de pots de vin et de détournement de fonds publics. Il est accusé tout simplement d'avoir détourné de l'argent qui était censé aller vers les traitements, les soins et la prévention de la pandémie Covid-19. On dirait qu'il y a certains gens qui sont prêts vraiment à faire n'importe quoi pour du pognon. Alors pour ceux qui sont amateurs de réseaux sociaux, ceux qui vont sur des plateformes, que ce soit Twitter, Facebook, etc., vous avez certainement entendu de la dernière polémique concernant le fait que Jeffrey Epstein ou Epstein ne serait pas mort. En tout cas, une information qui a été promulgué, on va y arriver, et propagé par un certain Lin Wood qui se veut un petit peu avocat de la justice et certainement avocat de monsieur Donald Trump. Alors, il nous explique d'ailleurs pas mal de témoignages que j'ai pu lire. Lin Wood nous dit que Epstein tout simplement n'est pas mort et qu'il en a les preuves. Alors, je vais certainement pas me lancer dans cette direction puisque je n'ai absolument aucune preuve, on va le laisser prendre ses responsabilités et voir ce qu'il vient. En tout cas, s'il a des éléments, il nous explique qu'il y a des vidéos, qu'il a la clé à ces vidéos et qu'il va nous prouver par A plus B que Jeffrey Epstein n'est pas mort. Je suis impatient, je pense que n'importe qui le serait, surtout pour nous enquêteurs qui enquêtent ça depuis quand même un bon petit bout de temps. Voilà, en tout cas, ce que je voulais simplement dire, c'est que pour nous, de notre côté, à Jakarta, avec notre petit Français retraité, une chose est sûre, c'est que la photo que la police nous a donnée, c'est pas la photo de monsieur François Camille Abello. Bien sûr, on pourrait penser que l'affaire s'arrêterait là, on pourrait penser que tout simplement c'est la fin de l'histoire, on tire un trait, c'est encore un autre pédocriminel français ou autre qui a été arrêté à l'international et puis on boucle l'affaire. Les médias, bien sûr, ne vont pas parler de l'affaire, c'était depuis le mois de juillet de l'année dernière, on n'en entend plus parler du tout. Ça a été simplement enfoui, mis sous les tapis et puis l'affaire est close. Le problème c'est qu'il y a des enquêteurs, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui enquêtent sur ce dossier-là, qui ne disent rien, qui travaillent dans l'ombre et vous allez voir que si vous pensez que cette affaire est finie, vous ne pourriez pas vous tromper plus que ça. Cette affaire, elle a des retentissements beaucoup plus importants. Il fallait tout simplement faire l'enquête, il fallait poursuivre, aller regarder l'entourage, comprendre qui était monsieur Abello, qui était sa famille, quels étaient ses proches et quels étaient en tout cas les potentiels liens avec l'affaire Epstein. Et oui, il y avait en effet des liens avec le petit carnet noir d'Epstein et beaucoup plus que ça. Des liens étroits avec le domaine de la mode et le domaine du cinéma. Restez avec nous, je vais vous proposer un deuxième épisode et vous allez voir que ça décolle. Donc voilà, je prends le temps de vous remercier. N'oubliez pas d'appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien. Suivez-nous, likez et puis faites des commentaires. Les commentaires, c'est important parce que j'ai besoin de savoir si ce que je fais, je peux l'améliorer, je peux me tromper. On n'est pas absolument irréfutable. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec mes conclusions, je vous invite bien sûr à faire vos commentaires et puis je vous dis merci à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas de vous abonner parce que là, il va falloir vraiment faire du bruit parce que vous allez voir que cette affaire, là où elle va, c'est vraiment inquiétant qu'on n'en parle pas du tout. Voilà, je vous en dis pas plus que ça et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.